Boris Tavernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste social dans le Rhône et puis fondateur, il y a quelques années, vous nous allez l'expliquer, du VRAC. Et le VRAC, c'est vers un réseau commun d'achat, vers un réseau d'achat en commun. Alors, de quoi s'agit-il et quel est le lien avec l'alimentation ? Effectivement, je suis un militant associatif infiltré à l'Assemblée nationale depuis pas longtemps. Et j'ai monté une première association à Lyon, VRAC, vers un réseau d'achat en commun pour... c'est parti vraiment de ce constat où quand on n'a pas les moyens ou quand on n'a pas l'offre sur son territoire, c'est difficile de bien se nourrir. Et VRAC, c'est à la fois le soutien de l'agriculture paysanne, de l'agriculture biologique et de rendre accessible aux habitants des banlieues, aux habitants des quartiers populaires, cette bonne alimentation. Donc c'est des groupements d'achat, des épiceries éphémères qu'on crée chaque mois avec les habitants d'un quartier. Qu'est-ce qui vous a amené à cette initiative vous-même ? Vous aviez souffert de la faim ou d'une mauvaise alimentation ou... J'étais bien nourri, mais plutôt essentiellement la pomme de terre. Moi, je suis aussi fils d'ouvrier, je viens du Pas-de-Calais, donc la diversité alimentaire était limitée, mais c'est surtout un engagement qui a démarré au début des années 2000, enfin je dirais même en 99, le souvenir de José Bové qui détruit un McDo à Millau, et au début des années 2000, à Lyon, avec deux amis, on a monté un bar, un café-concert, et c'était cette époque, ce mouvement altermondialiste qui se développait, pensée globale, action locale, et on était vraiment dans cette mouvance. Et on a monté un bistrot où on a remplacé tous les produits par des produits bio, par des produits en circuit court, des bières artisanales. Donc ça, c'était en 2003-2004. Et on a monté aussi la première AMAP lyonnaise, AMAP pour Association du maintien de l'agriculture paysanne. Et donc c'est un lieu qui a vraiment fonctionné pendant quasiment 20 ans. Moi, j'y suis resté 10 ans. C'était votre profession, en fait. Ah oui, je servais des bières et c'était notre outil de redistribution économique. La bière finançait la culture, finançait les paysans et, vous financez et nos salaires aussi un petit peu. Ouais. Pas suffisamment non plus à l'époque. Mais donc voilà, ça a très bien fonctionné, mais on a touché un public qui était sensibilisé, qui était militant. Et VRAC, c'est né d'une rencontre avec des bailleurs sociaux, notamment, et puis la Fondation Abbé Pierre à l'époque, qui avait ce même constat, comment on peut améliorer la vie des gens dans les banlieues. Donc je suis parti 3 mois dans les quartiers, rencontrer les habitants, et puis pour construire avec eux ce projet-là. C'est-à-dire quoi, partir dans les quartiers pendant 3 mois Moi, je viens de la campagne, de la campagne du Pas-de-Calais, donc je connaissais pas les banlieues, j'y avais jamais mis les pieds. Et je me souviens du président de l'époque qui me dit bon, tu t'enfermes dans un bureau et tu écris le projet pendant 3 mois. Je dis bah non, je vais aller voir dans les quartiers, je vais aller rencontrer les gens et on va voir ce qui s'y passe. Et puis effectivement, contrairement à tous ces préjugés, même si on me disait mais des produits bio dans les quartiers, ça ne marchera jamais, c'est le royaume de la malbouffe, évidemment qu'on se rend compte que les gens ont envie de bien se nourrir, ont envie de bien nourrir leurs enfants, sauf qu'ils n'en ont pas les moyens économiques ou pas d'offres sur leur territoire. Comment vous faisiez ? Racontez-nous un peu, c'est une enquête, mais vous avez loué par exemple un studio dans un HLM de quartier ? Non, j'y allais tous les matins par le bus ou en vélo. J'y allais tous les jours j'allais rencontrer les associations, j'allais faire des ateliers dans les centres sociaux où je participais. Je pouvais faire un atelier de couture, de cuisine, de menuiserie pour rencontrer les habitants. Je pouvais aller aussi à l'église, à la mosquée, à la synagogue, rencontrer les gens à la sortie de l'école. Et tout ce qu'ils faisaient collectivement, moi je leur disais, mais vous voulez pas qu'on fasse nos courses ensemble ? Et donc j'essayais. Donc je parlais pas de circuit court, de produits bio parce que ça fait peur en fait. C'est un peu le rejet de ce qu'on peut pas s'offrir aussi. Donc il y a ce rejet-là. Et puis en fait, l'objectif, c'est de convaincre par le goût. Donc j'organisais... Attendez, j'ai loupé le début parce que vous parlez à toute vitesse. Et donc mon petit cerveau n'enregistre pas tout. Pourquoi vous étiez centré sur l'alimentation dans cette enquête ? Parce que l'alimentation, ça touche à tout. L'alimentation, c'est ce qui fédère, c'est le lien social, c'est le plaisir, c'est la biodiversité, c'est l'agriculture. Donc moi, c'est le sujet central pour toucher les gens. Et on est ce qu'on mange. Donc voilà, moi, je voulais vraiment... j'étais persuadé que c'était la bonne entrée pour toucher les personnes dans les quartiers et de pouvoir travailler sur leur reste à vivre, sur le lien social que ça pouvait générer. Et l'objectif, c'était de convaincre par le goût. Donc j'organisais des dégustations au pied des immeubles. Donc j'avais tout un réseau de paysans avec qui je travaillais depuis longtemps.
de pas. Dégustation de quoi, par exemple? Bah, il y avait à la fois de l'huile d'olive, des fromages de chèvre, des jus de fruits, des légumineux. Il y avait je sais pas, une trentaine, une quarantaine de produits. Maintenant, on en a à peu près 150 références de produits bio. Et puis, donc les habitants venaient goûter. Donc, ça cassait cette première barrière du goût. Et ensuite, on parlait de prix, évidemment. Et le choix qu'on avait fait à l'époque, c'était de tout revendre au prix d'achat. Donc, on payait le juste prix aux paysans et on revendait à ce prix-là. Et après, évidemment, je cherchais de l'argent pour financer le projet. En quoi le goût est une barrière? Mais c'est culturellement, on ne mange pas tous la même chose, on vient tous de régions différentes. Et donc voilà, le fait de goûter un produit, on va souvent dire non mais si c'est bio, c'est pas bon, parce qu'en fait c'est un produit qu'on ne peut pas s'offrir. Et donc il faut casser cette barrière-là, cette barrière Quel produit, gustative. par exemple? Ah bah, il y a beaucoup de pression sur l'huile d'olive parce que dans les quartiers populaires, tout le monde a son réseau d'huile d'olive. Moi, j'étais persuadé que si j'arrivais à convaincre avec l'huile d'olive de mon paysan en Catalogne, ça ouvrait à tous les possibles. Après, en faisant goûter des jus de fruits aussi, on se rend compte que les gamins veulent plus goûter autre chose parce qu'ils retrouvent des goûts qu'ils connaissaient pas forcément aussi quand on n'a pas tous ces conservateurs. Et pourquoi il y avait une sorte d'appréhension au départ, hein? J'ai l'impression qu'il fallait surmonter une barrière du goût. Vous veniez avec les produits, qu'est-ce qui... En fait, c'est plus simple de choisir. Vous voyez bien, quand on fait le marché, on regarde les couleurs, on regarde les produits, on les touche. C'est important plutôt qu'un discours ou de monter une photo sur un catalogue et de pouvoir raconter aussi d'où vient ce produit, qui a fait pousser ces légumes, comment ce paysan vit aussi. Donc, c'est beaucoup plus parlant. Puis ça met de l'animation aussi dans le quartier. Donc, c'était vraiment c'est toujours ce qu'on fait d'ailleurs hein, quand on va dans un nouveau territoire. On commence par faire ces dégustations-là avant d'embarquer les gens. Et aujourd'hui, VRAC, c'est 23 associations en France, en Belgique aussi. Donc ça a fait des petits. Et on est une association qui est habilitée aide alimentaire, hein, comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire. Mais on est la seule association qui n'est pas liée à l'industrie agroalimentaire. On n'est pas lié au reste, on n'est pas lié aux invendus, on n'a aucun lien avec ce gaspillage-là. On achète et maintenant, avec les financements qu'on a pu obtenir via le ministère des Solidarités notamment, on peut avoir des prix plus bas que le prix d'achat. Alors ça c'est fort parce que, par exemple, dans un autre contexte, Karine Jacquemart de Foodwatch explique que les associations d'aide alimentaire reçoivent des aliments de la grande distribution qui sont en fait des aliments au-delà de la date de péremption et qui généralement sont de mauvaise qualité et qu'en plus ces distributeurs touchent une déduction fiscale, alors qu'en fait c'est les associations qui reçoivent ces produits dont beaucoup sont de mauvaise qualité et qu'ils doivent trier et en jeter une bonne partie. Complètement. Quand j'ai fait un livre en 2021 qui s'appelait Ensemble pour mieux se nourrir chez Actes Sud, et j'ai visité une banque alimentaire, et effectivement on y trouve énormément de produits ultra transformés, des palettes de glaçons aux colorants, on voit des calendriers de l'Avent, mais on est au mois d'avril, et donc vraiment beaucoup de produits pas forcément très bons pour la santé. En fait, il faut savoir que la banque alimentaire ne peut pas refuser ce que lui donne la grande surface, sinon elle n'aura plus rien. Que l'asso caritative qui vient se fournir à la banque alimentaire ne peut pas refuser ce que la banque alimentaire va lui donner. Elle va jeter une partie de ce qui a été donné, 13 000 tonnes l'année dernière, donc c'est assez énorme. Et puis le fameux bénéficiaire, le sachet qu'on lui donne, ça ne correspond pas à ce qu'il aime, ça ne correspond pas à sa culture alimentaire, et il va aussi jeter une partie de ce qu'on lui donne. Donc il y a du gaspillage sur toute la ligne, sauf que tous ces produits ont été défiscalisés et la grande surface a gagné de l'argent. Et aujourd'hui, oui, les plus pauvres d'entre nous sont les poubelles de notre société. Ce sont les méthaniseurs. Il y a un fort lien entre cette industrie et c'est le business du pauvre, quoi. Donc évidemment que c'est urgent de pouvoir changer de modèle. Et encore une fois, Karine le disait très bien tout à l'heure, on n'attaque pas ces milliers de bénévoles partout en France qui font comme ils peuvent. Mais la question de qualité des produits, la question de la dignité des personnes est hyper importante. Et c'est un rapport de l'État aussi en 2019 qui le dit, rapport IGAS, qui vraiment fustige l'aide alimentaire telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'en disent les autres associations d'aide alimentaire ? Et elles disent qu'elles n'ont jamais assez de moyens, qu'elles sont aussi dépendantes de ce qu'on leur donne. Non, mais de ce que vous venez de dire, qui est quand même, vous nous avez décrit ce que font les grands distributeurs, et vous avez dit, du coup, les pauvres sont les poubelles
et les méthaniseurs, c'est quand même Oui, terrible. c'est violent, mais c'est malheureusement une Qu'est-ce que réalité. font, je ne sais pas, les restaurants du cœur, le Secours catholique, la Croix-Rouge, tous ceux Alors qui le sont Secours engagés? catholique avait vraiment s'est sorti depuis plusieurs années de ce système-là au D'accord. maximum. Le pire, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, hein. Enfin, c'est juste scandaleux. Moi, je me souviens j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait Jordan à côté de Pau, dans le sud-ouest, à Soumoulou, et il me disait, on nous dit toujours mieux vaut ça que rien. Et lui disait, bah non, en fait, je préfère rien que ça. C'est vraiment indigne, je ne peux pas manger ça, c'est vraiment pas possible. Et donc évidemment que les bénévoles, quand ils donnent ça, ils sont pas fans non plus, quoi. Ils aimeraient donner des meilleurs produits. Donc il y a eu une amélioration avec la création du fonds Mieux manger pour tous, qui permet aux associations caritatives d'acheter directement auprès de producteurs, localement, des produits de meilleure qualité. Donc moi, c'est ce qu'on peut privilégier. Arrêter de financer la grande distribution, donner de l'argent directement aux structures, qu'elles puissent choisir l'alimentation qu'elles vont donner ensuite aux personnes en difficulté. Est-ce que, et j'imagine évidemment que ça n'est pas facile, même pour une raison éthique évidente, mais est-ce que ces associations ne pourraient pas se liguer en disant le système est tellement scandaleux de nous donner des mauvais produits et qu'en plus vous en tirez une déduction fiscale, donc du revenu, et que donc on boycotte, on dit non, on arrête les distributions jusqu'à ce que ce système inique soit changé? Évidemment que ça pourrait être une solution si demain toutes les associations d'aide alimentaire disent stop, on ne fournit pas pendant plusieurs jours. Mais qu'est-ce que ça va générer? Enfin, ça va générer des émeutes de la faim, des gens qui sont déjà en souffrance. Donc Rappelez-nous c'est combien de difficile. Aujourd'hui, il y a 16% de la population, en tout cas, qui ne choisit pas du tout son alimentation, qui saute des repas. Mais on en a 60% qui se plaignent même de la qualité d'une alimentation non choisie. Et les chiffres sont difficiles à obtenir aussi. On a les chiffres des restos, d'autres de l'État, mais c'est plusieurs millions, c'est entre 4 et 8 millions de personnes. Donc c'est quand même phénoménal entre dans un 4 et 8 pays millions de personnes qui dépendent de qui l'aide vont à l'aide alimentaire, alimentaire. et combien se nourrissent mal? Qui se nourrissent mal, c'est la moitié de la population française aujourd'hui. Vous avez employé le terme d'émeute de la faim. Est-ce que l'on pourrait imaginer que dans un pays comme la France, il y ait des émeutes de la faim? Ça pourrait arriver, ce qui est complètement fou dans l'un des pays les plus riches du monde. Mais là, quand on voit la précarité étudiante, j'avais créé VRAC Université en 2019, quand un étudiant s'est immolé devant le Crous à Lyon. Enfin, vous vous rendez compte? Il en est mort? Non, il a survécu. Évidemment, il a des traces très fortes et un fort handicap, mais en laissant une lettre en parlant de cette précarité qui le touche lui et qui touche des millions d'étudiants en France. On est en 2025, on a réussi là, à passer le Crous à 1 euro. On va voir ce qui se passe au Sénat, si ça sera validé ou pas. Mais il y a quand même... non, on tourne la tête et on se contente de ça. Bah, c'est pas grave. Il y a un désengagement de l'État. C'est les associations qui gèrent. C'est les étudiants qui vont se mobiliser pour soutenir leurs collègues et on compte sur la société civile. Donc c'est aussi pousser l'État à reprendre ça en main. Quand on parle de produits périmés, dans ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu une étude de la préfecture sur les dons alimentaires des grandes surfaces. 50% des produits sont périmés. 50%. Donc comment on considère la personne à qui on va donner ça? Enfin moi ça me rend fou et ça m'énervait quand j'étais dans le milieu associatif, ça m'énerve tout autant aujourd'hui et j'essaye en tout cas de porter cette voie-là, quoi. C'était dans les années 1980, donc il y a 44 ans. Il y avait déjà Coluche et les Restos du Cœur. Est-ce que depuis, la situation a empiré ou est-ce qu'on est toujours au même point en termes de précarité alimentaire et de mauvaise alimentation en France? Non, la situation, elle empire. Elle empire chaque année. On l'a vu encore avec l'inflation qui a encore poussé les personnes qui pouvaient se payer des produits de marque se sont payés les premiers prix, mais ceux qui payaient les premiers prix, ils sont à l'aide alimentaire aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier aussi que 50% des gens en France qui ont le droit à l'aide alimentaire n'y vont pas, parce que ça n'existe pas sur leur territoire, parce qu'ils ont honte. C'est hyper difficile de faire... et c'est ça qui me rend fou aussi quand on entend certains politiques qui vont dire que les pauvres abusent de l'aide alimentaire. Mais non, en fait, tu vas mettre un temps fou avant d'oser taper à la porte. Vous avez dit 2 fois, ça me rend fou. Ben oui, parce que c'est pas possible qu'il y ait autant d'inégalités dans ce pays, qu'il y ait autant de gens qui souffrent, qui galèrent et qui ne soient pas capables de se nourrir dans le pays de la gastronomie.
Et pourquoi il y a eu une telle augmentation des inégalités, puisqu'on en arrive à parler presque de faim, en tout cas de mauvaise nutrition, voire de sous-nutrition dans un pays comme la France? Parce qu'il y a des gens qui s'accaparent tout, qui sont de plus en plus riches, et donc de fait, il y a de plus en plus de pauvres, quoi. Et ça semble insoluble aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et moi, j'essaye de porter ça. On doit changer ça. On doit faire de l'alimentation un réel droit et d'appliquer ce qui a été signé au niveau international. C'est-à-dire, il y a un droit à l'alimentation? Il y a un droit à l'alimentation que la France a signé dans les années 80. Le Conseil de l'Europe nous a encore poussé l'année dernière à appliquer ce droit à l'alimentation, à ce qu'il soit appliqué en France. Et ce n'est pas le cas. Donc là, je porte une résolution transpartisane à l'Assemblée pour que le droit à l'alimentation soit respecté. Et on ne parle pas juste de nourrir les gens, quoi. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et on organise un colloque aussi à l'Assemblée pour mobiliser sur ces sujets-là qui me semblent indispensables. Est-ce que le cœur du problème, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est la grande distribution, Il est multiple. Il y a évidemment l'industrie et la grande distribution ont complètement leur part là-dedans, mais aussi l'État qui ne fait rien pour changer les choses. Et plutôt que faire, il va culpabiliser en disant voilà, vous mangez mal, alors que franchement, on vous le dit, quoi. On n'arrête pas de vous dire 5 fruits et légumes par jour, on n'arrête pas de vous dire mangez, bougez. Donc, quand même, si vous ne le faites pas, c'est un petit peu de votre faute. Après, vous vous plaignez, il y a de l'obésité, il y a du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, mais on vous a prévenu. Des quoi, pardon? Des maladies cardiovasculaires qui explosent. Enfin, le coût du diabète en France, c'est plusieurs milliards aujourd'hui. Enfin, on arrive vers une crise aussi sanitaire liée à ce qu'on mange qui est complètement dingue. Bon, on se retrouve comme souvent, quel que soit le sujet dont on parle en 2024, à OK, il faut tout changer, il faut changer les classes dirigeantes, il faut changer le système économique, il faut changer le capitalisme. Donc on ne va pas y arriver tout de suite. Enfin, on va voir peut-être, mais revenons quand même à quelque chose, à une démarche où vous avez essayé de changer les choses à la base par le réseau d'achat en commun. Alors du coup, je vous ai fait partir sur une autre direction, mais rappelez-nous ce que c'est. Et peut-être après, vous allez nous dire une autre source de solution plus large qui sera la sécurité sociale alimentaire. Mais chaque chose en son temps. Alors, qu'est-ce que vous aviez fait avec le réseau d'achat en commun après cette étude? Oui, alors c'est vrai que le constat qu'on vient de dresser, il peut être flippant et alarmant, mais il y a plein d'espoir et il y a des milliers de projets en France qui existent, que ce soit des groupements d'achat, que ce soit des maisons de l'alimentation, des épiceries un peu différentes où on permet aux gens de choisir leur alimentation. Et c'est ça qui est aussi important, à la fois les reconnecter dans notre système alimentaire, d'être complètement concernés dans ces choix. Et VRAC, en tout cas, ce que nous on a fait, ce qu'on fait depuis plus de 10 ans, c'est que les principaux concernés soient vraiment inclus dans toutes les décisions et dans tout le fonctionnement de l'association. Donc c'est très VRAC, c'est beaucoup de choses, c'est ces épiceries éphémères chaque mois dans une centaine de banlieues de France. Une épicerie éphémère, c'est En fait, on n'a pas les moyens de payer un loyer, donc on va squatter les centres sociaux, on va squatter des MJC, et donc les habitants vont commander soit en ligne, soit lors de permanences physiques. Ils vont choisir les produits parmi un catalogue, ils vont choisir les quantités, ils vont choisir des pâtes. Donc il y a des céréales, des légumineux, des légumes, il y a vraiment la sauce tomate. Il y a de tout. Oui, il y a de la sauce tomate, des fruits. On a 100, 150 produits selon les territoires. Hein. Évidemment, on ne retrouve pas forcément les mêmes produits chez Vrac Strasbourg ou chez Vrac Brest ou ici à Paris. Donc ils vont choisir les quantités, ils vont choisir les références, et puis nous, on va centraliser toutes ces commandes et on va livrer ces différents groupements d'achat dans les quartiers et on va créer cette épicerie éphémère avec les habitants et on va passer une journée à peser de la farine ensemble. Donc ça, c'est aussi important. Et puis après, on a aussi... Donc le cœur du métier de VRAC, c'est ça, mais on a aussi tiré ce fil. On nous parle beaucoup d'éducation à l'alimentation, et moi je voulais prouver que oui, les pauvres, ils savent cuisiner, donc on organise aussi des concours de cuisine, on fait venir des chefs dans les banlieues pour goûter la cuisine des habitants et montrer qu'il y a une diversité, une richesse culinaire et culturelle dans les milieux les plus populaires. On va aussi...
s'attacher à reconnecter les habitants de ces quartiers avec les gens qui nous nourrissent. Aujourd'hui, on ne sait plus d'où vient notre nourriture. On va aller visiter aussi nos paysans, on va passer une journée avec eux, voir de quelle manière ils travaillent, comment ils vivent aussi et quel est leur salaire à la fin du mois. Et voilà, on a avancé là-dessus, on essaye de mener plein de projets différents. Alors vous dites c'est le cœur du métier, ça veut dire que c'est pas une association, mais il y a... Si, c'est des assos, hein, c'est que... D'accord. C'est des associations et dont le cœur du métier, c'est ce soutien de l'agriculture paysanne et cet accès au plus grand nombre. Si on repart des épiceries éphémères, il faut que les habitants soient suffisamment organisés pour se retrouver les uns les autres. Il va quand même y avoir une ou deux personnes qui vont prendre l'initiative. Il y a des salariés qui coordonnent aussi. Et puis il y a vraiment des centaines. En fait, ce ne sont pas des bénévoles extérieurs qui viennent servir la soupe. C'est vraiment les habitants du quartier qui sont bénévoles pour eux-mêmes et pour leurs voisins. Donc ça génère aussi une solidarité. C'est une forme d'auto-organisation. Ah oui, complètement, complètement. Et comment on suscite au départ que dans tel quartier, il y ait des habitants qui ont entendu parler du vrac et qui se disent « Ah bah tiens, ça a l'air bien, on va s'organiser, on va le faire ». En fait, nous, il y a toujours cette politique de l'aller vers. Effectivement, on est quand même dans des quartiers qui sont... alors, on ne peut pas parler de désert alimentaire comme on en parle en Amérique du Nord, mais qui sont vraiment des bourbiers. C'est quoi un désert alimentaire en Amérique du Nord ? En Amérique du Nord, c'est sur des dizaines de kilomètres, on ne trouve pas de commerce pour se nourrir. Que vous soyez au Canada ou aux États-Unis, il y a vraiment sur des distances hallucinantes où il n'y a rien. Donc, on prend sa voiture, puis on va au supermarché à 30 km de là. En France, on n'en est pas là, mais on est néanmoins dans des quartiers où il y a très 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 peu de choix. Moi, j'ai souvenir de quartiers populaires à Vénissieux où il y avait juste un discounter avec des produits assez abominables à l'intérieur. Donc, on ne retrouve plus de marché de plein vent non plus dans beaucoup de quartiers, donc le choix est très très limité. Donc, quand on arrive avec des bons produits, oui, les gens ils ont envie de bien se nourrir, avec un prix qui leur permette de pouvoir de nouveau trouver le plaisir de cuisiner aussi. Et on en a parlé tout à l'heure. Et donc, attendez, je reviens. Il y a une auto-organisation. Donc là, j'aimerais bien savoir comment ça se... Il y a toujours... On a des milliers en France maintenant. Comment ça il y a des milliers de personnes en tout cas qui sont chez Vrac. Mais on est dans une centaine de quartiers. Bon. Donc il y a une centaine de groupements d'achat. Voilà, ça s'organise. En fait, on va d'abord... Quand je vais développer Vrac, par exemple, à Nantes, je vais m'assurer qu'il y ait une volonté politique et des moyens économiques. Et ensuite, on va tout de suite faire une grande réunion avec tous les acteurs du territoire qui travaillent sur les questions d'alimentation, qui travaillent dans les quartiers populaires, pour leur parler du projet, pour leur montrer que c'est un projet qui est complémentaire de ce qu'ils font. Donc, on embarque déjà beaucoup de monde qui sont en lien avec tous ces habitants. Donc, en termes de communication, c'est facile. Et en fait, ça prend très très vite, quoi. Tout de suite, les gens ont envie de se mobiliser, ont envie d'être acteurs. Donc certains vont être là sur le temps des épiceries pour s'occuper de l'opérationnel, de la logistique. Certains vont être au conseil d'administration. Certains vont s'occuper de la communication. Mais c'est toujours coordonné quand même par quelques salariés. Donc voilà, c'est comme ça que ça grossit et on va identifier 1, 2, 3 quartiers et puis après à Lyon on est dans 15 quartiers différents sur la métropole de Lyon et ça fait des petits comme ça. C'est jamais moi qui ai été proactif pour développer Vrac, on est toujours venu nous chercher pour développer cette solution dans des quartiers. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque argent public qui vient pour bien sûr, les salariés. Oui, c'est un choix politique, donc il y a de l'argent public, il y a eu aussi de l'argent privé, il y a beaucoup de fondations qui nous ont accompagnés. On a toujours refusé évidemment l'argent des grandes surfaces et de la grande distribution. Mais la Fondation Total, vous accepteriez ? Non, de toute façon aujourd'hui moi j'y suis plus, donc c'est plus à moi de choisir, mais non, Total on n'a pas pris. Et donc ok, on voit le fonctionnement et après il y a le catalogue. Donc les gens vont se réunir le mercredi soir où ok, nous on voudrait du raisin sec, de la farine c'est une bonne idée, des pâtes. Donc il y a un accord j'imagine pour les 15-20 personnes qui arrivent. Après le salarié va passer la commande, le produit arrive et qui achète? Qui paye? Enfin, comment ça se passe? C'est l'association, donc si on prend l'exemple de Vrac Paris, va commander auprès de paysans en gros volume, en grosse quantité. On stocke, dans chaque ville, on a un hangar de stockage. Donc c'est l'association qui fait l'avance de trésorerie aux habitants. Et les habitants, ils vont payer ce qu'ils ont commandé le jour où ils réceptionnent, où ils récupèrent leurs produits. Donc en fait, c'est une opération blanche
sur tout ce qui est produit, et l'argent qu'on va chercher sert au financement, à la logistique et au financement des salariés. Et puis maintenant, là, en tout cas, l'argent des financements de l'aide alimentaire nous permet aussi de baisser les prix. Le kilo de farine bio qu'on achetait, qu'on revendait 90 centimes, maintenant on peut le revendre 40 centimes à des personnes qui en seront vraiment en difficulté. Mais cette notion de pouvoir payer quelque chose, c'est hyper important. Quand on est bénéficiaire, quand on nous donne un produit, on se sent redevable et on ne peut pas rendre ce qu'on nous a donné. Bah là, chez Vrac, tu choisis, tu payes ton produit, tu sais que tu soutiens un paysan, que tu vas bien te nourrir, que ça ne fait pas de mal à la planète. Donc c'est plutôt un cercle vertueux, et on a essayé d'en développer. Donc voilà, on en a développé beaucoup en France, mais on reste encore une alternative, et il n'y a pas cette volonté politique de retourner la table et d'avoir un énorme soutien pour qu'on devienne une norme. Et là, vous m'avez cité l'exemple de la farine, mais si c'est, puisqu'on a parlé de pâtes et de sauce tomate, bah là, ce n'est pas des paysans. Donc, à qui vous allez acheter les pâtes et la sauce tomate? On a bossé beaucoup avec une coopérative bio en Italie qui existe depuis les années 70, qui s'appelle Iris, qui fabrique les pâtes et les sauces tomates. Donc on fait attention au sourcing, on va visiter tous les paysans avec qui on travaille. Alors c'est plus compliqué pour le café et le chocolat qui vient de l'autre bout de la planète. Et là on s'assure en tout cas d'une labellisation bio-équitable pour que le paysan soit le mieux payé possible et d'avoir le meilleur produit. Et je pense au café, parce que par exemple, oui, c'est vrai que c'est un produit de grande consommation. Donc j'imagine que vous allez faire avec... tout est bio, c'est toujours le principe. Ouais, 99%. Ouais. Donc on va prendre avec du commerce équitable et bio. Donc on sait qu'on a une sorte de garantie qu'il n'y a pas erreur sur la marchandise. Et puis, il va être à quel prix le café du coup? Alors là, aujourd'hui, je sais plus. À l'époque, il y a encore un an ou deux, on le touchait à 2,50 €, les sachets de 250 grammes. Et vous leur vendiez combien? Ah bon, on le revendait à ce prix-là, et puis maintenant on le revend même moins cher, donc ça peut Je descendre. pose cette question en n'étant pas sûr du prix du café, mais j'ai l'impression que c'est moins cher que si je vais acheter. Ah oui, c'était moins cher que partout. Après, il y a eu beaucoup alors pour le café, le chocolat, le chocolat, on le touchait à 9,90 € le kilo, un chocolat bio qu'on trouve dans des enseignes. Là, il a doublé avec les cours du chocolat. L'huile d'olive, ça a été pareil, c'est compliqué aussi. Mais non, on est moins cher que les marques fournisseurs, quoi, sur plein de produits. Et vous assurez aussi que le paysan ou la coopérative bio qui fait le café ou la sauce tomate, elle marge au sens Je n'ai jamais négocié un prix avec un fournisseur, je n'ai jamais demandé de me mettre une palette gratuite parce que j'en avais commandé 10. C'est toujours, voilà, vous fixez votre prix, il faut qu'il permette, en tout cas, qu'il vous permette de vivre. Évidemment, ça c'est primordial d'avoir cet équilibre-là. Encore une fois, c'est vraiment mon fil conducteur depuis 20 ans, de soutenir ces paysans qui souffrent au quotidien, qui n'arrivent pas à vivre de leur production, et puis ces personnes, ces mangeurs, ces mangeuses qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc ça, évidemment que c'est important pour moi que les paysans vivent correctement. Alors la clé du système, si je comprends bien, c'est que en fait la marge de la distribution, eh ben, elle disparaît. il y en a pas. Là, elle disparaît. Elle est assurée par le travail bénévole, donc qui ne va pas chercher à augmenter les profits au maximum. Et ce travail enfin, ce n'est pas des bénévoles, justement, les travails des salariés et de l'organisation va être approvisionné par des subventions publiques. Oui, mais enfin, les groupements d'achat, c'est vieux comme le monde. Hein. Je pense que tout le monde a des plans parfois. Tiens, je vais en région Champagne. Si tu veux, je peux ramener quelques cartons. On se met ensemble à plusieurs. Et j'ai un plan huile d'olive là. Je t'en ramène. On peut tous faire ça. Bah, nous, on a essayé de le professionnaliser, de le faire un peu grossir, mais que tout le monde soit justement payé, que tout le monde s'y retrouve dans l'histoire. Et on allait dans le catalogue de Vrac, il y a du champagne? Non. Au cas où, hein. Et même à Noël? Non, à Noël, non. Dans certains vracs à Brest, il y a des huîtres à Noël parce qu'elles sont très peu chères en Bretagne. Et en fait, à la fois, on a l'impression que ça marche. Ça permet à des gens pauvres de se nourrir correctement avec des produits de qualité et à un prix raisonnable. En plus, ils ne sont pas récipiendaires d'une aide et on vous fait la charité, tenez-vous bien. Non, j'achète et voilà. Donc j'ai l'estime de moi-même aussi. On paye correctement les paysans ou les fournisseurs. Donc logiquement, c'est le système miracle. Sauf que comme il n'y a pas la marge de la grande distribution, il faudrait qu'il y ait une intervention publique qui couvre l'ensemble de la distribution. Donc là, c'est... J'ai employé un grand mot, et ce n'est pas péjoratif du tout, c'est une sorte de nationalisation de la distribution alimentaire, ou je me trompe?
Nous, on reste des structures indépendantes. Hein. On n'est pas non plus C'est pas une sous critique, perfusion. Non, Ouais. pas du tout. Mais sous perfusion de l'État. Mais si on veut changer le système, il faut qu'il y ait tous les acteurs. Si demain on veut vraiment renverser la table et de changer ce système alimentaire, on a besoin des services de l'État et d'une forte volonté politique pour changer les choses, évidemment. Nous sommes avec le Ground Control et au Ground Control à Paris, dans un grand week-end qu'on co-organise sur l'alimentation et que nous sommes en public au Ground Control. Et merci beaucoup à toutes et à tous de nous écouter attentivement. C'est super. Et on va revenir à une deuxième partie. Boris Tavernier, il y a une possibilité de répondre à la question de la précarité alimentaire et de la mauvaise alimentation dans un pays riche comme la France, qui est quelque part hallucinante, par ce qui est une sorte d'extension du système du vrac que vous nous avez expliqué, qui serait la sécurité sociale alimentaire. Alors, est-ce que j'ai raison en posant cette question? Et si oui, qu'est-ce que la sécurité sociale alimentaire? Alors, Et oui. si j'ai tort, n'hésitez pas à le dire aussi. Hein. Non, ce dont on parlait, VRAC, c'est la réponse à l'urgence aujourd'hui, mais c'est pas ce qui va changer complètement le système, évidemment. Et aujourd'hui, il y a un projet qui est travaillé depuis quelques années, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, qui est pour moi le projet le plus enthousiasmant depuis des décennies. C'est un vrai projet de changement de société qui permet, ça reste dans cette lignée. Le projet le plus enthousiasmant, toute catégorie confondue ou seulement sur l'alimentation? L'alimentation, comme je vous le disais, ça touche tellement à tellement de secteurs. Ça va toucher au plaisir, au lien social, à la biodiversité, à l'agriculture, aux mobilités, que c'est central. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est plus enthousiasmant que le changement de la Constitution, que les énergies nouvelles partout, que la sobriété énergétique. En tout cas, moi, j'y trouve beaucoup plus de plaisir là-dedans. Et parce que même en politique, d'essayer d'avoir un peu de plaisir par moment, c'est pas facile. et la sécurité sociale de l'alimentation, oui, c'est vraiment quelque chose qui est assez... je sais pas, la sécurité sociale, c'était quand même un truc de dingue après la guerre. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est la même chose. C'est d'avoir une nouvelle branche alimentation dans la sécu. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est que ça soit un projet qui soit universel. C'est pour tout le monde. Donc là, on oublie les riches, on oublie les pauvres, c'est pour tout le monde. Donc on peut imaginer que demain, sur notre carte vitale, on ait 150 €, c'est un peu les chiffres qui avaient été évoqués, mais bon, c'était avant l'inflation, que chacune d'entre nous reçoive 150 € pour se nourrir. Donc là, par jour, par mois. Par mois. Et là, ça permettrait à ce qu'enfin l'alimentation ne soit plus la variable d'ajustement dans son budget. Hein. Quand on a un budget contraint, c'est toujours sur l'alimentation qu'on va grignoter. Et là, voilà, on a tout le monde à 150 € par mois pour se nourrir. Donc ça, c'est le premier pilier de cette sécurité de l'alimentation, c'est cette universalité. Excusez-moi, 150 € par mois, il y a 30 jours dans un mois, donc ça ferait... Ah oui. Ouh là là, je suis pendant 150 € par mois, pas par jour. Pas par jour. Là, il faut je sais pas, c'est du 3-4 €. Voilà, d'accord. Ouais. Et donc évidemment que c'est pas le budget intégral, mais c'est une partie qui est vraiment très intéressante. Le deuxième pilier de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est cette notion de cotisation. Tout le monde va cotiser selon ses moyens pour recevoir 150 €. Donc évidemment, dans cette salle, personne n'a les mêmes revenus. Chacun recevra 150 € mais paiera une cotisation différente. Et le troisième pilier, qui est pour moi vraiment le plus passionnant, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 150 €? Vers quelle alimentation on l'oriente? Donc c'est le conventionnement démocratique. On va choisir collectivement sur les territoires où on va utiliser cet argent, vers quel type d'alimentation, vers quel type d'agriculture. Donc ça, voilà, c'est plutôt simple, trois piliers. Et le troisième, ça suppose... Comment ça se passerait le troisième? Alors l'avantage, c'est qu'il y a maintenant, depuis plusieurs années, une quarantaine d'expérimentations en France. Ouais, on en a raconté plusieurs sur Reporter, notamment dans la Drôme, par exemple. Toutes différentes, qui ont souvent un point commun, c'est la création d'une assemblée citoyenne de l'alimentation. Si je prends l'exemple de Montpellier, c'est une cinquantaine de personnes. La moitié vivent la précarité, donc la moitié allait à l'aide alimentaire avant. On y retrouve des classes moyennes, des classes supérieures, et toutes et tous vont apprendre. Parce qu'on est
tellement éloigné, voilà, on ne connaît pas forcément notre système alimentaire. Donc il va y avoir des conférences, il va y avoir des lectures collectives, des visites, beaucoup d'échanges dans cette assemblée citoyenne. Et tout le monde va apprendre et va mieux maîtriser et connaître son système alimentaire. Et à partir de là, ils vont faire les bons choix. Ils vont choisir le fonctionnement de leur caisse alimentaire locale, ils vont gérer ce budget alimentation, ils vont conventionner des magasins, des paysans, des marchés. Donc ça se fait vraiment de manière démocratique et ça fonctionne. À Montpellier, ça fait bientôt 2 ans qu'ils mènent l'expérience. Cette assemblée citoyenne se retrouve régulièrement et tout le monde est toujours là. Et ça change la vie des mangeurs et des mangeuses et ça change la vie des paysans. Donc c'est vraiment dans les expériences qu'on voit depuis ces 2 ans, ça permet aussi que l'argent reste sur le territoire. Ça permet aux paysans de planifier un peu plus aussi leur culture, de se dire bah oui, bah tiens, là on a quand même vendu beaucoup de pois chiches, je vais en faire un peu plus l'année prochaine par exemple. Ça permet aussi à des personnes de s'offrir de nouveau des produits qu'ils n'avaient pas mangés depuis des années. On a plein d'exemples. Je me souviens d'une dame qui participe à cette expérimentation qui me dit bah, j'ai pu me réacheter des asperges. Les asperges, ça coûte cher. Ça fait 10 ans que j'en ai pas mangé. Et puis en plus, j'ai pu réinviter ma fille à manger. Parce qu'il ne faut pas oublier que la précarité alimentaire, ça génère de la solitude. Quand on n'a pas les moyens, on n'invite personne et on refuse les invitations. Donc il y a tout ça qui est en train de bouger là, dans ces 30 expérimentations. Et je pense que ça, en tout cas, on a cette volonté de massifier ça. Mais là, dans le cadre de Montpellier, par exemple, c'est une cotisation volontaire. Alors, il y a une cotisation qui a été définie par cette assemblée, et contrairement, et généralement, ce qu'on pense, on dit on paye trop d'impôts en France, on a trop de taxes, et bien là, en fait, le fait de gérer, d'être vraiment au cœur du système, tout le monde joue le jeu, et les cotisations sont même au-delà des premières espérances. Alors aujourd'hui... Vous avez trouvé des bons riches, quoi. Alors, il n'y en a pas encore suffisamment, en tout cas dans l'expérimentation. Donc, il y en a. À Montpellier... on va cultiver les bons riches. Mais il y en a, bien sûr. Et on ne va pas les manger, alors, comme disait Nora Boiseau. Il y en a quelques-uns qu'il faut manger quand même. Et à Montpellier, ils ne reversent pas 150 €, ils reversent 100 € par mois. C'est le choix qui a été fait. Et aujourd'hui, le taux de cotisation, il est plutôt autour de 60 €. Et d'ailleurs, ces riches-là, ces bons riches, ils peuvent aussi acheter à manger. Ah ben bien sûr, oui, mais ils reçoivent aussi les 100 €. Donc il manque quand même de CSP+, pour nourrir cette caisse, mais on est quand même à 60 € en moyenne de cotisation. Donc le reste, c'est des fondations privées, c'est aussi la collectivité, la ville, la métropole, l'État qui rajoutent de l'argent dans cette caisse pour permettre à l'expérimentation d'exister. Ensuite, si ça on l'universalise, bah voilà, il n'y aura pas le choix, ça sera directement la cotisation qui sera prise sur vos revenus. Oui, parce que le système de la sécurité sociale, dont il faut rappeler, créé en 1946, c'est quelque chose de merveilleux, on tend à l'oublier. Et le principe, c'est que c'est une cotisation, enfin voilà, je ne vais pas répéter, mais surtout, en ce moment, les capitalistes veulent le casser. C'est-à-dire que la sécurité sociale de la santé, globalement, de la retraite, du chômage, elle est en mauvais état parce que les capitalistes veulent le casser et la privatiser par les mutuelles, les pensions de retraite privées, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des mutuelles qui participent aux expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est un sujet qui parle à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on discute avec des personnes qui soient dans la ruralité, dans les villes, ça parle quoi, tout de suite parce que c'est concret. Bah oui, on connaît tous la sécurité sociale, donc de rajouter une branche, et puis toutes les branches ne sont pas déficitaires. Donc on parle évidemment du coût de cette sécurité sociale de l'alimentation. On estime que c'est 120 milliards d'euros chaque année. Donc c'est une énorme part de cotisation pour financer ça, mais il faut aussi penser aux coûts évités en termes de santé, aux coûts évités en termes de dépollution. Et on en parlait tout à l'heure aussi donc sur tous les coûts cachés de notre alimentation. Donc c'est aussi des milliards. Alors évidemment, si demain on mange tous sainement, il y aura encore des gens qui seront diabète. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais en tout cas sur le moyen long terme, on aura aussi des dépenses de santé qui seront beaucoup moins élevées. Cette idée de sécurité sociale alimentaire, elle date de quand en gros et comment ça s'est développé au point où on en est maintenant ? Elle est portée depuis 5-6 ans
à la fois des chercheurs, à la fois des syndicats agricoles. Donc on peut retrouver la Confédération paysanne, on peut retrouver Ingénieurs sans frontières Agrista, beaucoup d'associations qui travaillent sur les questions d'alimentation. Donc il y a un collectif national qui réfléchit depuis plus de 5 ans à tout un fonctionnement. Et puis des acteurs locaux qui se sont emparés de cette réflexion pour la tester, pour essayer de se confronter au réel. Ok, ce qu'on a dans notre tête, est-ce que ça peut marcher sur le terrain? Et force est de constater qu'aujourd'hui ça fonctionne, ça se développe à Bordeaux, à Nantes, mais aussi dans des campagnes. Dans la Drôme. Oui, partout. Il y a une expérimentation à Paris qui est en train de se développer aussi. Donc maintenant, c'est comment on peut s'assurer que ces expérimentations continuent, parce qu'on peut pas. On a besoin quand même d'un travail sur 4 ou 5 ans pour vraiment mesurer ça. Il y a des chercheurs qui sont dans toutes les expérimentations, et c'est pour ça qu'on porte une loi d'expérimentation avec le groupe écologiste et social qui sera dans notre niche parlementaire dans 3 semaines. Quel jour? Le 20 février. Oui. Donc pour l'instant, on est en 3e position, donc ça devra être étudié à l'Assemblée. Et là, on demande juste un budget, des moyens pour expérimenter pendant 5 ans sur une vingtaine de territoires. Donc ça va être compliqué, hein. On est quand même dans une assemblée très difficile. On est quand même dans une assemblée qui veut faire disparaître le milieu associatif, qui veut faire disparaître l'économie sociale et solidaire, qui veut faire disparaître tous ces assistés. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils veulent faire disparaître? C'est les mots que j'entends et que j'ai pu entendre pendant le budget, toute la période de budget. Moi, je suis en commission économique et très régulièrement, quand on parlait de l'économie sociale et solidaire et du budget de l'ESS, le Rassemblement national voulait passer ce budget à 0 €, voulait que les associations ne soient plus financées par des fonds publics, qu'elles soient autonomes financièrement, que tous ces lieux d'émancipation Quel disparaissent. est le raisonnement de ces gens du Rassemblement national qui prétendent quand même défendre le petit peuple, si on passe cette expression? C'est ça qui est intéressant, en fait. Il faut juste regarder ce qu'ils votent. Et en fait, ils ne votent rien pour le peuple. Ils votent comme la droite, ils votent que pour les ultra-riches. Donc, ils ont refusé de voter les taxes sur le patrimoine, sur les capitaux, sur les ultra-riches. Ils ont refusé d'augmenter le SMIC. Donc, en fait, ils ne votent rien pour le peuple. Et c'est ça qui est fou. Sauf qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, les médias sont majoritairement avec eux. Et donc, ça, on ne l'entend pas. On ne le voit pas. Et moi, ça me rend fou d'entendre leur discours et de voir la réalité de leur vote. Malgré tout, vous déposez c'est une proposition de loi. L'idée, quand même, ça serait quoi? Une expérimentation, un budget de... Oui, c'est 15 millions d'euros pour expérimenter pendant 5 ans sur une vingtaine de territoires, comme on l'avait fait sur les territoires zéro chômeur à l'époque, et de vraiment pouvoir se rendre compte, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut massifier ces expérimentations partout en France? Moi, j'y crois vraiment. Donc même si le tableau est sombre, on a vraiment la chance d'avoir des milliers de projets, des milliers de personnes qui sont hyper créatives partout en France et qui réinventent régulièrement des nouveaux projets qui se bagarrent. Donc là, on a encore besoin de plus de solidarité qu'avant, parce qu'on va encore avoir moins de moyens. Évidemment, le budget qui va arriver, ce ne sera pas très, très joli. Donc il faut qu'on se soutienne. Mais vraiment, je vous invite à jeter un œil sur vos territoires et regardez ce qui se passe. Impliquez-vous dans ces projets-là et on peut quand même arriver à changer des choses. Et on le racontera sur Reporter, c'est notre boulot comme un média indépendant. C'est précieux. Boris Tavernier, vous avez beaucoup d'enthousiasme et ça fait plaisir à voir. Je vais un peu élargir ma question. Imaginez le monde post-capitaliste. Il n'y a plus ces gredins du Rassemblement national. Tous les riches sont devenus bons, ou alors on leur a tellement sévèrement coupé que Bolloré ou Arnault sont devenus... ils sont plus milliardaires, ils sont même plus millionnaires, ils sont je sais pas quoi. Le monde post-capitaliste, ça serait quoi en quelques minutes? Allez, décrivez-nous le monde. C'est difficile. Là, on est plus c'est même plus de la fiction, parce qu'on en est quand même. Enfin, il faut être honnête, on n'en prend pas le chemin. C'est de la fiction. Soyez utopiste, on va y arriver. Oui, mais ça serait quoi le monde? Pourquoi vous vous battez? Je suis un éternel utopiste, mais c'est vrai que
pourquoi j'ai voulu être député? Parce que moi, Non, pour quel monde? Non, mais en tout cas, voilà, j'ai eu 10 ans d'expérience en entreprise, 10 ans dans le milieu associatif, et je voulais voir aussi comment je pouvais changer les choses Bon, changer les choses au niveau pour politique. aller vers quoi? Bah, moi, c'est déjà quoi, réduire les inégalités. Enfin, ça me semble déjà la priorité Et absolue. il serait comment un monde sans et, inégalité ou avec des inégalités très restreintes? C'est vraiment... J'ai vraiment du mal à vous... C'est pas que je veux pas vous répondre, mais ce que je vis depuis 6 mois dans cet hémicycle et ce que j'entends majoritairement va à l'encontre de tous ceux qu'on aspire. On a envie de non, bien sûr, mais évidemment que j'ai envie de plus de solidarité, que j'ai envie de plus de bien manger, que j'ai envie que toutes ces alternatives deviennent la norme. Et évidemment que j'aimerais que nos paysages alimentaires de nos quartiers évoluent. J'aimerais qu'on ait des maisons de l'alimentation où on pourrait se retrouver dans tous les quartiers, dans la ruralité, où on pourrait cuisiner ensemble, où on pourrait choisir notre alimentation. J'aimerais évidemment des paysans qui vivent bien, que la politique agricole commune et ses 9 milliards par an soient réorientés sur l'emploi et pas sur l'hectare. J'aimerais que nos chefs d'entreprise arrête de se gaver en dividendes, que j'aimerais que Sanofi arrête de mettre 4 milliards par an à leurs actionnaires et licencie. J'aimerais qu'on relocalise notre économie, qu'on se retrouve sur notre territoire. Évidemment, j'aimerais que les réseaux sociaux soient moins violents, j'aimerais que notre politique soit moins violente aussi, qu'on soit capable d'échanger sereinement sans s'insulter. Et j'aimerais surtout que le mépris de classe disparaisse. Ça, c'est la chose la plus violente pour moi. Les propos qu'on entend régulièrement sont violents dans l'hémicycle, mais le mépris de classe, c'est la chose qui est la plus difficile pour moi. Quand j'entends, j'aimerais bien ne plus entendre une députée LR dire « mais regardez, j'ai 64 ans, on peut encore bosser au moins jusqu'à 65-66, moi je suis en pleine forme ». Ben non, en fait, il y a des gens, à 55 ans, ils sont broyés par leur travail. Donc j'aimerais bien ne plus entendre ces discours nauséabonds. Il y a quand même beaucoup de travail, quoi. Mais la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une solution qui permet à vraiment au plus grand nombre de se reconnecter et de refaire ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais moi je privilégie le faire ensemble. Et quand on fait ensemble, tout est possible. Boris Tavernier, merci. Merci à vous. Alors, merci à toutes et à tous. On a avancé un train d'enfer. Là, j'avais l'impression d'être un TGV. Il fallait que je suive derrière l'enthousiasme de Boris. On est toujours sur YouTube, là, enfin sur la vidéo. Pour l'instant, ça passe par YouTube. Désolé. Je ne sais même plus me poser la question à qui ça appartient YouTube. Je ne sais plus si c'est Microsoft ou Facebook. Mais bon, on est obligé de faire avec en ce moment, même si c'est une bataille idéologique. Vous le savez. Boris, il va aller prendre son train, là. On ne veut pas qu'il le rate. Il part à -20, ça va. Nous avons le temps de prendre 3-4 questions, commentaires, à condition que ce soit rapide, que ce soit une femme, un homme ou un homme, une femme, et on partage et on laisse un peu le temps à Boris de répondre parce que ce qu'il a à nous dire et à vous dire est intéressant. Je voulais faire un premier appel à intérêt parce que nous, on est des militants de la Marmite Rouge. C'est une association qui travaille et qui milite sur la sécurité sociale de l'alimentation dans le 12e et dans l'Est parisien. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur Instagram et venir nous contacter ou venir nous parler directement à la fin de la conférence. On a plein de projets super chouettes et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, j'avais une petite question par rapport à la SSA. Du coup, c'est vrai que le collectif national, enfin bon, l'idée de SSA, elle s'est vraiment développée sur l'idée de la sécurité sociale quand elle a été créée après la guerre, au moment où elle n'était pas encore contrôlée par l'État. Ensuite, la sécurité sociale s'est fait récupérer par l'État. Aujourd'hui, c'est le gouvernement et le Parlement qui votent les textes, les budgets, etc. Mais la SSA prône le fait que ce soit les travailleurs, les habitants qui gèrent ce système. Donc, selon vous, comment on pourrait faire en sorte de mettre en place une SSA qui ne soit pas récupérée par l'État? Merci. 2-3 autres questions, Margot. Rapide, c'était super, très clair, merci. Comme ça, Boris, il a 10 minutes pour répondre. Ça vous va? Merci, allez-y. Et parlez bien le micro sous le menton pour qu'on entende bien après à l'enregistrement. Ok. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je voulais vous poser une question, puisque vous avez souligné la question de l'universalisme. Beaucoup de bénéficiaires de l'aide alimentaire dans des métropoles sont aussi des personnes issues de l'immigration, et parmi elles, beaucoup sont en situation irrégulière. Alors, dans un contexte où il y a la loi immigration qui aujourd'hui est quand même remise au devant du terrain et très récemment la circulaire Retailleau,
où maintenant il va falloir quand même justifier de 7 ans de présence en France et de faire partie de métiers en tension, dont l'hôtellerie-restauration d'ailleurs ne fait pas partie pour le moment. Moi, je voulais vous poser la question de savoir comment, du coup, ce système de sécurité sociale de l'alimentation allait pouvoir aussi s'approcher de cette population-là, qui est complètement invisibilisée aujourd'hui et même stigmatisée au niveau politique, parce que pour bénéficier d'un numéro de sécurité sociale, il faut être quand même en situation irrégulière, et quid de toutes les personnes bénéficiaires de l'AME. Bonjour, Jean-Marie Goutard, je suis aux Amis de la Confédération Paysanne et je participe à l'expérimentation dans le 20e arrondissement aux côtés de Bénédicte Bonzi. Et je voulais savoir, dans ce projet de loi d'expérimentation de la sécurité sociale, dans la mesure où on sait aujourd'hui que sur les 150 € qui seraient alloués à chaque personne, la disponibilité n'existe pas au niveau de l'alimentation, sur de l'alimentation en bio aujourd'hui. Est-ce que vous comptez fractionner ces 150 € pour qu'ils participent également à la création d'infrastructures de distribution ou de développement de la partie déploiement de la sécurité sociale sur les bassins d'habitat, notamment sur la partie logistique, hein, comme ça s'est passé un peu au niveau de la sécurité sociale, sur la partie création de la recherche qui a été mise en œuvre en parallèle avec les caisses. Je voulais savoir si dans votre texte de loi, votre projet de loi, ça serait également développé cette partie. Merci. Une 4e question avant que Boris réponde. Je travaille dans l'industrie agroalimentaire, clairement, je vous le dis. Je me sens absolument très touchée par cette SSA. Et ma question aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas impliquer les industriels qui aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on a pu entendre en première partie, ont envie d'être partie prenante de l'alimentation de demain et positivement, justement pour impliquer le plus grand secteur d'activité en France qui reste l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup pour votre concision à toutes et à tous. Donc, vous vous rappelez les questions Boris Tavernier. La sécurité sociale alimentaire, comment faire en sorte qu'elle soit contrôlée par les travailleurs. Quid, par ailleurs, des migrants irréguliers sans papier, comment y participeraient. 3, la disponibilité insuffisante de la logistique d'agriculture bio. Et 4, pourquoi ne pas impliquer les agro-industriels? Allez-y. Sur les agro-industriels, c'est intéressant. Je me souviens, on avait fait une émission de télévision d'ailleurs avec Karine Jacquemart de Foodwatch où il y avait le président des Mousquetaires, dont j'oublie toujours le nom, mais d'ailleurs on ne va pas le citer. Et quand on parlait de sécurité sociale et d'alimentation, on le voyait. Ah, mais c'est intéressant ce truc. Bah oui, si les gens ils ont 150 € par mois, bah autant qu'ils viennent chez moi les utiliser. Donc effectivement, c'est une vraie question. Moi, j'ai pas envie aujourd'hui de balayer ça d'un revers de main. Non, c'est des grands méchants, c'est hors de question, parce qu'il y a des territoires où il n'y a que ça. Donc si on est dans la ruralité, qu'est-ce qu'on fait? Mais si on arrive à les convaincre, si demain il y a 2 rayons de produits bio locaux où le paysan est bien payé et que les gens peuvent utiliser leur carte vitale sur ces produits-là, moi, très honnêtement, j'y vois pas d'inconvénient. À un moment donné, je pense pas qu'on puisse être complètement intégriste et on va pas changer le modèle quand 70-80% des gens font uniquement leurs courses dans la grande distribution. Donc il y a un vrai quand même enjeu. Alors évidemment pas là tout de suite. Là, on essaye d'expérimenter, de voir et déjà de soutenir ceux qui galèrent, et en tout cas nos paysans et les structures, voilà, les petites structures sur les territoires. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment mettre le sujet sur la table. Sur le sujet des sans-papiers, évidemment que c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, il y aura toujours, même si demain il y a la sécurité sociale et l'alimentation, il y aura toujours besoin d'une aide d'urgence pour les primo-arrivants. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, on peut déjà essayer de transformer cette aide alimentaire d'urgence pour les gens qui ne rentreraient pas dans le code, en tout cas dans les petits papiers de cette carte vitale de sécurité sociale et d'alimentation. Mais il y a une vraie réflexion à poser. J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais évidemment que autant bien les accueillir et bien les nourrir aussi. Je suis 1000 fois d'accord. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas de solution encore à ce sujet. Sur la récupération politique, la récupération de l'État, c'est difficile. C'est chiant d'avoir 2 casquettes, je suis un peu schizophrène. Mon côté militant, genre non, pas d'État, on se débrouille et machin. Et en même temps, ne serait-ce que pour avoir cette loi d'expérimentation, on a besoin de la politique et de l'État pour pouvoir la mener. Donc c'est comment on arrive déjà même dans la
parce que là, c'est juste une loi d'expérimentation, hein, donc ce n'est absolument pas la loi de la SSA qu'on va poser, qui va exister pour les 200 prochaines années. Donc c'est comment on arrive dans ces expérimentations à montrer que la démocratie, que les citoyens sont capables de s'auto-organiser pour porter ça, et qui est le moins d'intervention possible de l'État. Mais de fait, que ce soit, oui, à un moment donné, l'argent, il faut le récolter, il faut le redistribuer, rien que ça. Donc là, comment tu fais s'il y a pas, si c'est pas des services de l'État qui peuvent gérer ça. Donc, mais en tout cas, évidemment, il faut que ça soit le plus démocratique possible et qu'on évite de se faire récupérer. Mais c'est pas simple. Hein, on est bien d'accord que c'est pas simple. Mais toutes ces réponses, on devrait pouvoir les avoir avec les expérimentations et avec cette intelligence collective. Enfin voilà, il y a plein de super cerveaux partout, donc je pense qu'on arrivera à trouver ces réponses-là. Et par contre, j'ai oublié la quatrième. Sur si j'ai bien compris, c'était l'implication des agro-industriels? Non, c'était monsieur. Alors, c'était c'était monsieur. l'infrastructure logistique pour l'agriculture bio. Évidemment qu'on on ne peut pas oublier de lier l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, si on dit demain on mange tous bio, en fait on peut pas, hein, parce que donc il y a évidemment besoin, et on en est loin aujourd'hui. J'ai une grosse pensée pour l'agence bio notamment, et toutes ces coupes qui sont faites sur l'agriculture biologique. On se bagarre avec notre collègue Benoît Biteau à l'Assemblée nationale, et c'est dur. Quand on nous refuse les crédits d'impôt pour les paysans en bio et qu'on les autorise pour les paysans HVE, on est dans l'opposé de ça. Donc évidemment qu'il faut donner plus de moyens à cette agriculture que vous défendez et que je défends aussi, en parallèle des expérimentations. Donc on a besoin, et d'ailleurs on le voit, l'argent dans les expérimentations, c'est pas uniquement de l'argent pour financer les 150 € par mois. Il y a aussi de l'ingénierie, il y a aussi du travail de recherche, et évidemment du travail logistique, comment on fait mieux avec le monde paysan qui nous entoure. Donc ces 15 millions devraient servir à tout ça. On est dans les temps, c'est super. Merci de votre concision et de la clarté de Boris. Donc du coup, Margot, je ne te vois pas, mais si vous avez d'autres questions, on peut refaire un tour de micro. 3 questions. Non, c'était par rapport à la conditionnalité, justement la question de comment fait-on avec les personnes sans papier, par exemple. En fait, le problème se pose déjà dans l'aide alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de formes d'aide alimentaire différentes, des colis, des repas chauds, etc. Et donc, il y a déjà beaucoup de gens, on en parlait tout à l'heure, qui ne font pas appel à l'aide alimentaire parce qu'il y a une honte sociale, parce qu'il y a une méconnaissance, parce que parfois on ne sait pas lire le français, on ne sait pas bien le parler, on ne sait pas à qui aller chercher, faire les démarches informatiques. Et en fait, il y a encore énormément d'endroits où on ne peut pas avoir accès à ça parce qu'il faut montrer des revenus officiels. Donc déjà, une des solutions serait aussi d'universaliser certaines formes d'aide alimentaire qui ne seraient pas sous condition de revenus officiels, puisque toute l'économie pas officielle, souterraine, etc., on ne peut pas montrer patte blanche et prouver que nos revenus sont tant et tant. Ça ne concerne pas que les personnes en situation irrégulière, ça concerne plein de gens en France. Il y a une économie, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas qui n'est pas officielle, et ça c'est intéressant aussi. Et pour le coup, pour la sécu sociale à l'alimentation, c'est pas nécessairement ce sera pas forcément sur la carte vitale, ça peut être aussi un moyen justement de ne pas aider les gens en conditionnant à avoir un métier, un numéro de sécu, une adresse, un truc, etc., qui fait que déjà beaucoup de gens n'ont pas accès à l'aide. Voilà. Tu as réussi à avoir le mot de la fin sur 2 tables rondes. Et ouais. Non mais c'est ça qui est intéressant. En fait, on a une page qui était blanche il y a 5 ans, qui commence à se noircir. On avance, on chemine, on va faire des bêtises, on va faire des erreurs, on va corriger, on va faire au mieux, mais tout le monde. Enfin, c'est pas juste les politiques, au contraire le moins possible, mais c'est surtout les citoyens en fait. Enfin, moi c'est là-dessus que je compte. Et si je suis à l'Assemblée aujourd'hui, c'est parce que je recevais trop de propositions de loi de députés et qui en fait, quand tu les regardes en tant qu'associatif, tu dis mais c'est complètement hors sol. Donc nous, l'enjeu, c'est aussi de convaincre mes collègues de travailler avec le milieu associatif, de travailler avec les citoyens à la construction des projets de loi. Sinon, on est toujours hors réalité, et l'enjeu, il est aussi là-dessus. Mais vous avez quand même le pouvoir de pourrir vos députés, hein. On a tous le même mail, donc vous pouvez régulièrement mettre des petits coups de pression. Il y a mon collègue Nicolas Thierry sur les PIFAS, il est très très fort dessus, parce qu'on peut recevoir 300 mails d'un coup, et là, tu peux te dire que tu fais attention au sujet. Donc n'hésitez pas, mais gentiment quand même. Boris Tavernier, merci. Merci à toutes et à tous. Vous allez aller prendre votre train tranquillement, et vous l'aurez. Merci à toutes et à tous, et merci donc...
je ne sais pas où t'es, c'est Laurent, je crois que c'est bon, je ne vois pas de lumière rouge, mais je suppose que c'est bon, d'avoir assisté à ce débat. Merci au Ground Control, avec qui Reporter a organisé et monté dans ce lieu très vivant ce week-end sur l'alimentation. Et puis n'oubliez pas que Reporter est un média indépendant qui dépend des dons des lectrices et des lecteurs. C'est grâce à ça qu'on peut soutenir, ou parler plus exactement, de projets aussi enthousiasmants que celui de la sécurité sociale alimentaire. Merci, et merci Boris Tavernier. Merci beaucoup.